Chers internautes, bienvenue sur votre chaîne Et de l'intelligence officielle TV. Nous avons le réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout où vous êtes. Vous êtes à Chicago, vous êtes à Paris, vous êtes en Angleterre, vous êtes ici à Kinshasa où nous tournons cette émission. Nous avons en fait le réel plaisir de recevoir pour vous des invités des marques. Il y a l'un qui est juriste de formation et puis il y a l'autre qui est analyste politique avec qui nous allons en fait nous entretenir autour des questions brillantes d'actualité de notre pays, des questions bien sûr en fait politiques, des questions d'ordre politique, parce que nous savons bel et bien qu'il y a plusieurs manifestations qui ont émaillé en fait ces dernières semaines dans notre pays. Il y a eu des manifestations aux abords de l'hémicycle du Palais du Peuple. Alors, dans ce même cadre-là, nous allons développer autant de questions possibles pour vous permettre de vous faire une idée claire, nette et précise de l'actualité politique. Nous recevons pour vous Jean Minga, il est juriste de formation, il est avocat aussi bien sûr, mais nous le recevons sur ce plateau en tant que juriste de formation à qui nous disons déjà le bienvenu sur ce plateau. Merci monsieur le journaliste. Merci infiniment de répondre à notre invitation, nous avons le réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous avons aussi le réel plaisir de recevoir sur ces mêmes plateaux. Ça ne sera pas en fait un plateau unique, ça sera un plateau qui sera partagé par deux personnes, d'ailleurs des invités. Il y a l'un qui est en fait juriste de formation, mais nous avons aussi en fait un analyse politique des carrières de haute facture en la personne de Ivinis Mutumachibwabwa, à qui nous disons aussi les bienvenus, qui est bien sûr déjà un habitué de votre chaîne, de cette chaîne. Monsieur Ivinis Mutumachibwabwa, soyez les bienvenus encore. Merci beaucoup, monsieur Réguelis. Je pense que votre passage aujourd'hui aura encore un impact fort. Oui, bien sûr que oui. Nous allons essayer de faire les choses comme nous le souhaitons. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur. Aujourd'hui, dans un sujet très délicat, l'état des droits, redressement, un état de redressement ou un état de régression. Dans ce même cadre-là, nous recevons vraiment un analyste politique, mais aussi un juriste, avec qui nous allons faire en fait, nous allons jeter les balises, mais aussi en fait critiquer pour permettre à ce que les choses aillent mieux. Ainsi alors nous donnons la parole à notre juriste qui est ici sur ce plateau, Jean Minga. S'il faudrait en fait dresser un tableau de l'appareil judiciaire de notre pays, parce que nous parlons de l'état des droits. Lorsqu'on parle de l'état des droits, on voit beaucoup plus en fait la justice. Quel tableau pouvez-vous en fait dresser de notre appareil judiciaire depuis l'avènement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Donc, depuis le 24 janvier 2019 jusqu'à ce jour. Oui, merci monsieur le journaliste. Là, nous allons essayer un peu de faire un bilan sur le nouveau chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Oui. Vous savez que depuis le 24 janvier 2019, s'il y a un tableau que je peux faire, je dirais qu'il y a quelques efforts qui sont tentés de se faire au niveau de l'appareil judiciaire. Aujourd'hui, comme on dit tout le monde au niveau de la société congolaise, que tout le monde exige un état de droit. D'abord, il faudrait savoir que l'état des droits est opposé à un état sauvage. Un état de droit. Mais l'état de droit là, c'est quoi? C'est quoi en fait? La population a besoin aussi de comprendre, les internautes d'ailleurs. Effectivement, c'est ce que je voulais dire, que l'état de droit, c'est l'opposé d'un état sauvage. Donc, la jungle. Donc, la jungle. Dans un état de droit, c'est un état où il y a des règles. Donc, comme dans notre pays, nous allons commencer tout d'abord, il y a la loi fondamentale, la constitution qui est là. Nous avons les lois formelles, les lois du pays qui nous régissent. Donc, dans cet état de droit, ce qu'on exige, c'est l'applicabilité de ces règles-là, de droit. Donc, aujourd'hui, si nous essayons un peu de voir les choses, avec le nouveau chef de l'État qui prône les changements, nous sommes en train de vivre un peu les changements parce qu'il y a eu quelques efforts, bien que ça demande encore des efforts. Déjà, avec le déroulement de cette première année, avec la deuxième année que nous retrouvons avec les procès 100 jours, je vois qu'il y a quelques efforts au niveau des procès 100 jours parce que je dirais que c'est pour la première fois aujourd'hui que nous avons assisté à un procès où il y a eu un directeur de cabinet qui s'est présenté au niveau de la justice. Et puis nous tous, nous avons suivi à la télévision comment est-ce que les membres du gouvernement ont eu à se présenter
au niveau des tribunaux pour se justifier sur des questions, sur des enquêtes, des poursuites qui sont en cours. Donc c'est déjà un avancé parce que vous savez qu'au niveau du tribunal... Maître, s'il vous plaît, moi j'aimerais qu'on soit vraiment beaucoup plus pratique, pragmatique même, si je peux le dire. Vous êtes en fait un praticien du droit. Est-ce que lors des démarches judiciaires, est-ce que vous retrouvez toujours les mêmes habits que vous décriez à l'époque de l'ancien régime où il y a vraiment un changement palpable? Bon, dans cette question, je vais tout d'abord souligner que, à part les procès 100 jours, il y a encore des autres procès. Si je peux dire que des procès ordinaires ou des Mais la justice, ce n'est pas seulement les procès, maître. La justice, ce n'est pas seulement les procès. Il y a des procédures judiciaires que vous menez d'ailleurs au niveau des parquets comme au niveau des tribunaux. C'est ça ce que je voulais dire. Par rapport au procès 100 jours, c'est un message fort pour les magistrats. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les magistrats se sentent à l'aise. Ils peuvent dire qu'ils peuvent travailler dans toute tranquillité sans pour autant qu'il y ait des interférences de part et d'autre. Tous nous avons suivi que même le chef de l'État, quand il dit qu'il faut qu'il y ait le respect de l'État de droit, c'est ce que nous sommes en train de voir. Ça veut dire que les magistrats sont indépendants. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées au niveau du parquet. Ils ont instruit et puis après, ils ont déféré les dossiers au niveau du tribunal. Nous allons revenir encore à vous, maître, s'il vous plaît. Et vraiment, vos apaisements, nous allons revenir. Oui, parce qu'il y a beaucoup de questions à vous poser sur la coopération entre les magistrats, l'appareil judiciaire, mais aussi le président de la République en tant qu'institution de la République. Il y a beaucoup de choses à dire là. Donc, je vous demande tout simplement de vous apaiser. Je vais prendre l'autre côté. J'ai l'analyse politique, Ivinis Moutouma Chibabwa. Nous voyons tout ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a eu des manifestations, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu les procès 100 jours. Quel tableau pourriez-vous en fait dresser de l'état des droits? Parce que vous, en tant que politique, en tant qu'analyste politique, bien sûr, on vous taxe de tous les mots. Vous avez dit ceci, vous critiquez le président de la République, vous louez le président de la République. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population qui vous suit concernant l'état des droits? Merci beaucoup, M. Réguilis. Oui, vous savez, il faut deux fois dire les choses comme elles sont. S'il faut ici essayer un peu de dire si notre état de droit, comme l'annonce bien votre sujet, s'il y a eu régression ou redressement, je dirais simplement que nous avons connu un redressement. Pourquoi un redressement? Monsieur Réguilis, je peux tout de suite aussi vous présenter un exemple. Vous êtes plongé dans un trou. Vous êtes plongé dans un trou de 100 mètres, quelqu'un qui vous tire de 2 mètres, vous n'allez pas vous réaliser quand vous êtes encore dans ce trou-là et vous ne pouvez pas voir la lumière de l'extérieur, vous ne pouvez pas sentir l'air de l'extérieur, vous n'allez pas vous rendre compte bel et bien de l'aide qui vous a été portée jusque-là. Mais quand celui-là continue à fournir des efforts pour vous tirer jusqu'à ce que vous puissiez vous rendre compte ou sinon de pouvoir voir ou sinon avoir l'air de l'extérieur, c'est à ce moment-là que vous pouvez vous dire que non, il y a bel et bien quelqu'un qui est en train de m'aider pour me sortir de ce trou. Donc cet exemple-là, je le présentais pourquoi? C'est pour dire que jusqu'ici, il y a des efforts qui sont consentis. Il y a des efforts considérables, remarquables qui sont consentis. Mais tout de même, on ne peut pas prendre ces privilèges-là de dire que non, tout est fait ou sinon, grande chose ou sinon, bon. Les efforts sont considérables, mais seulement il y a aussi grandes choses à faire. Il y a encore beaucoup d'efforts à consentir pour que nous puissions arriver à un état bel et bien dit de droit. Puisque vous parlez déjà des efforts sont vraiment considérables, les efforts fournis sont considérables, c'est-à-dire sont positifs. Depuis le président de la République est arrivé au pouvoir, depuis le 24 janvier 2019, on n'a pas senti en fait des remous judiciaires. Ce n'est que cette année ici, 2020, qu'on sent quand même qu'il y a des changements. S'il faudrait en fait dresser vraiment un tableau, un bilan sévère, je dirais même rigoureux, de l'appareil judiciaire depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, je dirais tout simplement que notre appareil judiciaire a été dans un état vraiment critique, sinon pour ne pas dire un état pas considérable. Je dirais que il a connu un redressement. Il a connu là, c'est à l'époque de l'ancien régime. Depuis... Non. Ici, nous sommes en train, vous nous avez posé la question par rapport depuis l'entrée ou l'accession du pouvoir du président de la République. Exactement. C'est ça, c'est dans ce contexte-là que nous essayons un peu de mettre notre avis.
Comprenez? Pourquoi nous sommes en train de dire ça? Vous allez dire ici que le procès de 100 jours plutôt n'est pas le seul élément qui peut nous donner ces privilèges de parler d'un état de droit. Mais déjà, le fait de voir des anciens ministres et des actuels ministres défiler devant le juge pour tant soit pour émettre ou sinon présenter leur témoignage ou pour autre chose, ou sinon pour voir un directeur de cabinet du président de la République être jugé pour un problème qui concerne la gestion de la chose publique, la gestion des fonds publics, vous ne comprenez pas, ou sinon on peut toutefois dire, il y a des efforts considérables. Les années antérieures, il suffisait d'un coup d'appel, un simple coup d'appel pour tout changer, pour arrêter un procès judiciaire en cours. Donc c'est pour dire qu'il faut, à chaque fois qu'il y a des avancées, les reconnaître tout haut pour essayer un peu de pousser ceux-là qui sont à l'origine de ces avancées ou sinon qui font ces avancées, qui font en sorte que ces avancées-là soient faites pour que celui-là puisse essayer un peu de continuer dans cette élancée. Parce que c'est l'élancée que nous voulons tous, c'est cet état-là que nous souhaitons tous. Mais prenons quand même en fait les cas du procès des 100 jours, puisque nous en parlons aujourd'hui. Prenons le cas du procès des 100 jours. On a vu en fait lors de la dernière prise de parole de Vital Kamerhe, il a dit que c'était un procès politique. Et Vital Kamerhe avait dit ces mots-là sans pourtant tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Pourquoi est-ce qu'en fait vous tenez bon que ce procès-là a respecté les normes? Bon, on ne dit pas ici que ce procès-là a respecté les normes, exactement, les normes. Il y a peut-être certaines insuffisances ou certaines choses à relever, à décrier dans un sens ou dans l'autre. Mais seulement, nous sommes ici en train de reconnaître tout haut les efforts qui ont été consentis. Vous comprenez, si vous pouvez, vous comprenez, M. Régulus, les efforts qui ont été consentis. Mais c'est Vital Kamerhe, le message qu'il a lancé à la fin, nous l'avions tous entendu. Mais c'est Vital Kamerhe, c'est un politicien aguerri. Il sait les raisons qui ont motivé l'adresse de son message là. Il connaît bien les raisons. Bon, toutefois, il a été prévenu, comme toute personne qui doit se défendre. Il a dit lancer ces messages-là tout en sachant les raisons pour lesquelles il a lancé ces messages-là. Nous ne disons pas ici que tout est déjà OK. On n'est pas en train de dire que tout est OK, mais seulement les efforts qui ont été consentis jusqu'ici doivent être reconnus tout haut. Nous prenons cette fois-ci encore le juriste. Maître, vous avez dit que la justice est indépendante. Mais la question qui reste en fait suspendue, c'est celle de savoir en fait qu'est-ce qui crée en fait cette cohérence-là, cette convergence même entre les propos tenus par le président de la République lors de l'une de ses interventions en disant que je ne vais pas fouiner dans le passé. Effectivement, c'est ce que nous remarquons aussi. La justice ne fouine pas dans le passé. Parce que les anciens collaborateurs de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, Kabange, ne sont pas en fait traduits en justice. On a remarqué seulement le directeur des cabinets, donc l'actuel, les présents, même en fait les présents collaborateurs du président de la République en place, qui est traduit en justice. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce qu'on a remarqué, c'est comme si en fait il y a en fait une complicité entre les deux institutions de la République. Messieurs les journalistes, vous savez que je dois être clair. Dans quel sens? Lorsque les chefs de l'État prononcent son discours sur les changements, pour ne pas dire qu'il ne peut pas fouiner dans les passés. Il agit en tant qu'une autorité politico-administrative. En tant qu'une autorité politique, il peut dire qu'il ne peut pas fouiner. Mais cela ne veut pas dire que la justice ne va pas faire son travail. Mais non, maître, mais c'est ce qu'on a compris. C'est ce qu'on a compris. Il ne faudrait pas amener la population à croire que tout ce que le président de la République fait est correct, respecte les normes et les principes. Parce qu'on a remarqué quand même c'est comme s'il y a cette coopération-là entre le président de la République en tant qu'institution, mais aussi le pouvoir judiciaire. J'ai l'impression, lorsque vous posez cette question, c'est comme si les magistrats sont des robots. Ils ne sont là que pour respecter le mot d'ordre du chef de l'État. Le chef de l'État a dit, mais d'après nos lois, vous savez que la justice est indépendante. Mais qu'est-ce qui bloque maintenant ces magistrats-là à poursuivre même les anciens collaborateurs de Joseph Kabila? C'est ça en fait la plus grande question, c'est ce qui bloque au moins la machine. Je pense que les magistrats ne sont pas bloqués, ils sont en train de faire leur travail. Nous venons de suivre avec le procès 100 jours, il y a eu
des enquêtes qui ont été menées, les magistrats ont instruit, sans pour autant qu'il y ait des interférences, même du ministre de la Justice, même du président de la République. Ils ont instruit leurs affaires indépendamment. Et de là, après le travail des magistrats du parquet, ils ont fixé le dossier au tribunal. Et nous tous, nous avons suivi à la télévision comment est-ce que le procès s'est effectué. Le déroulement, c'était vraiment bien parce que là... Donc, nous n'entrons pas en fait dans les détails du procès parce que là, il y a à boire et à manger. Permettez-vous, nous, en fait, vu le temps, on ne saura pas en fait développer au détail même les procès. Oui. Mais en gros, qu'est-ce que vous pouvez dire? Il n'y a pas coopération entre les présidents et l'appareil judiciaire? Ou y a-t-il cette probable ou cette intention-là de coopérer entre les deux? Je sais que je ne suis pas magicien pour dire qu'il y a des interférences du pouvoir exécutif, mais c'est que je peux dire qu'il y a des efforts au niveau de la justice. Parce que on dit toujours qu'il n'y a pas de mauvais enfants, mais il y a que des mauvais parents. Mais aujourd'hui, avec le nouveau chef de l'État, avec son élan, avec son slogan de dire que le respect de l'État des droits, c'est ce que nous sommes en train de suivre, c'est pour la première fois. Cela ne veut pas dire que j'ai un problème avec les directeurs des cabinets du chef de l'État. Mais au moins, lorsqu'ils ont mené des enquêtes, ils ont trouvé des indices sérieux d'équipabilité à son égard. Ils ont mené des enquêtes. Aujourd'hui, nous avons un jugement de condamnation. Au moins, je peux dire que la justice a fait son travail. Maître, parlons quand même cette fois-ci de l'actualité qui dérange même les esprits des Congolais. Les Congolais qui se trouvent partout ailleurs, à Johannesburg, au Sénégal, dans tous les pays du monde entier, qui nous suivent d'ailleurs, à qui nous disons déjà un grand merci. Maître, nous avons vu en fait les propositions de loi de l'honorable du député national, Aubin Minakou, mais aussi de Gary Sakata, a créé beaucoup de remous, beaucoup de manifestations, même aux abords de l'hémicycle du Palais du Peuple. Ne pensez-vous pas que cette loi-là, comme a dit d'ailleurs, comme a conclu même le Conseil des ministres, le 37e Conseil des ministres a conclu que ces propositions de loi-là sont inopportunes. Vous nagez dans le même courant que la conclusion du Conseil des ministres ou bien vous nagez à contre-courant? Je vous laisse le temps vraiment. Bon, en tout cas, je vais faire l'analyse simple en tant que juriste. Vous savez que nous sommes dans un État démocratique, là où on respecte les lois, les règles. Donc, déjà, par rapport à cette proposition de loi, je peux dire que nous avons une constitution qui est là. La constitution pose des principes. Donc, lorsqu'il y a des principes, il faut les respecter à la lettre. Mais lorsque déjà en amont, une proposition viole déjà ou dénature la vision de la Constitution, je pense qu'avec la réaction de la population, il est de plein droit de ne pas rester inerte sans pour autant agir. Ils ont bel et bien fait leur travail de se manifester. Parce que cette loi veut juste mettre le ministre de la Justice en casquette d'un magistrat. C'est comme si c'est une autorité à double tête, en même temps en tant qu'une autorité politique et magistrat. Et puis, ce qui est pire encore, cette proposition veut donner des attributions au ministre de la Justice de pouvoir apprécier s'il faut faire des enquêtes ou aller à... Mais maître, en fait, ma question était claire. C'était celle, en fait, celle de savoir, est-ce opportun aujourd'hui qu'on promulgue en fait ces propositions de loi-là? Est-ce opportun? C'était ça ma question. Je dirais d'abord, c'est... Y a-t-il l'opportunité? Non, il n'y a pas l'opportunité avec cette proposition. D'ailleurs, nous sommes dans une période de la pandémie et que le chef de l'État a décrété l'état d'urgence. Si vous essayez même d'aller voir dans la Constitution, dans son article 219, vous allez voir que dans cette période, on ne peut pas aller avec ce genre de modification de loi. Il faut beaucoup plus réfléchir sur d'autres questions
social, économique, qui peut permettre aux gens de pouvoir être à l'aise, être en paix, avec une bonne gestion économique. Donc déjà, je peux dire qu'en démocratie, lorsqu'il y a une proposition de loi, déjà en amont, a priori, il faut que les représentants du peuple puissent parler avec les peuples pour voir si l'opportunité. Et puis, a posteriori, lorsque nous serons au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour va se prononcer sur les contrôles de constitutionnalité. Mais déjà, d'emblée, nous estimons que cette loi veut changer et dénaturer la vision de la Constitution, ce qui est inacceptable. Mais maître, en fait, il y a encore une question. Le Conseil des ministres, lorsque ce conseil en fait a siégé, a remarqué que les vice-premiers ministres en charge de la justice a donné l'avis gouvernemental. Quelle lecture faites-vous de cette petite incompréhension qui a émaillé les 37e Conseil des ministres? Là, c'est un problème politique. Vous savez que nous sommes dans un gouvernement de coalition. Dans ce gouvernement, il y a des camps. Comment est-ce qu'un ministre peut donner son avis sans pour autant qu'il puisse avoir l'aval du Conseil des ministres? Et puis il a agi aussi au nom du gouvernement. Hein. Ce n'est pas une infraction, ce n'est pas l'usage des faux. Et faux, bon, on le dit comme ça, hein. Ce n'est pas cet usage des faux. Je pense qu'on peut le dire comme ça, qu'il y a eu usage parce que pour lui, il s'est présenté comme étant le conseiller juridique du gouvernement. Exactement. Pour lui, il pense qu'il avait obtenu le consentement de tous les membres du gouvernement. Or que cela n'était pas le cas. C'est une violation des lois et nous tombons vraiment dans l'usage des faux par rapport à cet acte-là posé par le ministre de la Justice. Ce qui est inacceptable, bien que nous sommes dans la coalition, ce que nous pouvons privilégier, c'est l'intérêt général et non l'intérêt des camps politiques, ce qui ne va pas faire avancer notre pays. Merci beaucoup, maître. Nous prenons maintenant en fait l'axe beaucoup plus politique. Vous allez parler vraiment en tant que politique. On a vu en fait le vice-premier ministre prendre les devants du gouvernement sans pourtant qu'il y ait en fait consentement, comme a dit les maîtres ici, sans pourtant qu'il y ait consentement de tous les membres du gouvernement. Il a donné l'avis gouvernemental sur les 3 propositions de loi. Quelle lecture pouvez-vous faire de la justice? Merci beaucoup, M. Reguelis. Déjà, c'est une très mauvaise intention. Comme maître l'a dit, il faut le dire tout haut, il peut le dire clairement, il s'agit d'un usage de faux. Parce que le consentement qui lui a été demandé n'est pas son consentement en lui étant que ministre de Justice. C'est le consentement du gouvernement. Et quand il doit présenter le consentement du gouvernement ne peut venir que du Conseil des ministres. Et comment il peut prendre ces dix-là? Il ne va pas nous dire qu'il ignorait, qu'il va étaler une ignorance, une erreur, comme c'est une erreur trop grave qui peut aussi mériter des grosses sanctions. Et nous attendons voir des sanctions qui vont s'en suivre. Parce que ce qu'a fait le ministre de la Justice, ce n'est pas une erreur négligeable. Comprenez, M. Reguelis? Parce que tout ceci est justement justifié à tout ce qu'il y a comme, je dirais, complot ou les agendas politiques cachés. C'est ce que nous sommes en train d'éviter. Vous savez, le pays est en train aujourd'hui de connaître des sérieux problèmes. Il y a d'un camp, le président de la République, ou sinon un camp, le président de la République et sa famille politique, qui cherche à réaliser des choses pour avoir un discours à la fin du mandat. Et de l'autre camp, nous constatons qu'il y a nos frères de l'autre côté qui essayent de tirer. Donc quand vous essayez d'avancer, et ils essaient de vous tirer pour vous ramener au niveau initial. À chaque fois que vous voulez faire un pas. C'est ce que nous sommes en train ici de décrire. Donc c'est une erreur trop grave, une erreur condamnable qu'a commis plutôt le ministre de la Justice en donnant son avis favorable à la place de l'avis favorable du gouvernement. Mais il y a aussi en fait une question qui reste vraiment pendante. La question que tous les Congolais se posent à ce moment ici, c'est celle en fait de savoir est-ce qu'il n'y a-t-il pas déjà un bras de fer entre les présidents de la République en tant qu'institution, en tant qu'en fait l'une des institutions de la République,
et le Parlement, parce qu'on a vu déjà que cette loi-là a déjà passé déjà l'étape des recevabilités, c'est-à-dire se trouve maintenant au niveau de la commission PAJ. Et puis hier encore, le vendredi en fait, la commission PAJ a siégé, a donné son aval par rapport à cette loi-là. Donc la loi est déjà au niveau, passe déjà des étapes comme ça. Donc alors que le président de la République a donné son point de vue, il a jugé ces 3 propositions de loi-là d'inopportune. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce n'est pas un bras de fer qui se lie déjà. C'est bon, un bras de fer, oui, toutefois. Mais sinon, l'inopportunité qu'a jugé le président de la République, elle est bien claire. C'est inopportun. C'est relation inopportune, comme vous le dites aussi bien. C'est inopportune. C'est-à-dire quoi? Le bras de fer ou sinon les problèmes qui peuvent exister entre différentes des institutions politiques, ce sont des problèmes qui doivent normalement être gérés avec, je dirais, un comportement républicain. Parce qu'il ne manque pas de problèmes dans la gestion, surtout quand il s'agit de la gestion de formation, ou sinon comment on appelle encore plutôt FCCH, là, on les appelle encore des plateformes politiques, des plateformes politiques de nature différente, des plateformes politiques qui ont dit qui ont dit connaître des problèmes dans les années précédentes. Donc c'est bel et bien, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais seulement ce sont les animateurs, les dirigeants qui animent ces institutions politiques qui doivent maintenant, par leur haut comportement de hauts responsables, de pouvoir savoir comment gérer chaque problème pour le faire passer. Parce qu'après tout, en tout, c'est la population qui en pâtisse. C'est la population qui en pâtisse. Or, nous, la population, on ne sera pas là pour comprendre les différents problèmes qui arrivent. Comprenez? Par rapport à nos frères de l'FCC, même par rapport à au traitement mais revenons d'abord sur les bras de fer. Si aujourd'hui, en fait, il y a effectivité de ces bras de fer-là, qui va gagner entre le président de la République et l'Assemblée nationale? Bon, qui va gagner? Celui qui va gagner, c'est celui-là qui va gagner. Mais toutefois, nous voyons que c'est la population qui va perdre. On ne voit pas ici l'intérêt de ces deux plateformes politiques, mais plutôt nous sommes en train de voir l'impact qu'aura ces combats-là en la population. C'est ce qui nous concerne le plus. Parce qu'ici, nous parlons de l'intérêt souverain, de l'intérêt de la population. Donc, c'est-à-dire que même le président de la République, tout en étant responsable, il sait que ce bras de fer-là n'a pas sa place dans sa gestion, surtout ne lui apportera pas d'intérêt. Mais sinon, il faut aussi préciser bien que si nos frères de l'autre côté ne lui laissent pas les choix, s'ils ne lui laissent pas les choix, le président n'aura pas de choix que de pouvoir mettre en place le dispositif constitutionnel qui lui donne la possibilité de pouvoir se débarrasser de telles sortes des irrégularités. Parce qu'il y a des dispositifs. Ou sinon, comme nous l'avions vu, tout de suite, quand il y a eu tout ce qu'il y a eu, les retombées, ou tout ce qu'il y a eu après que après soulèvement, qui dit plutôt à la présentation de ce projet de loi et de ces propositions de loi-là, tout ce qu'il y a eu comme soulèvement, le discours qu'a tenu les responsables du parti PPRD, je pense, vous sentez que ce sont des personnes qui sont disposées, qui sont déjà prêtes. Ils sont en train de vouloir atteindre un objectif, entre autres celui de récupérer la gestion du gouvernement. Jusqu'ici, moi, d'après ma lecture, je dirais, et la lecture qui me semble être logique, d'après ma lecture, c'est-à-dire ils sont en train ici de regretter le fait d'avoir accepté qu'il y ait coalition. Pourquoi? Parce que il y a certains ministères, entre autres le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, qui leur a échappé. Et de ça, il découle certaines conséquences, entre autres les conséquences ils ne savent plus mettre en marche les machines, ou sinon certaines de leurs démarches qu'ils envisageaient. Entre autres, nous l'avons aussi bien connu par rapport à la destitution du gouverneur plutôt de province du Congo central. Il ne restait que cela puisse être approuvé et accepté par le gouvernement en place par l'entremise du ministre de l'Intérieur. Vous savez qu'ils sont bloqués à ce niveau-là. Et beaucoup d'autres ministres, et tout ce qu'ils condamnent peut-être la participation ou sinon la complicité policière dans certaines démarches politiques. Ils disent que
l'ordre vient du haut. Et nous le savons aussi bien qu'ils attendaient à ce qu'avoir la gestion du territorial, c'est-à-dire la gestion du ministère de l'Intérieur, pour à chaque fois qu'il y aura des soulèvements, comme il y en a eu récemment, pour que le ministre de la Justice essaie un peu de donner les injonctions et que les policiers essaient de se comporter comme ils le faisaient avant. Nous le savons des années antérieures, pendant que le sénateur Avi Kabila était encore au pouvoir. De manière classique, entre la cohabitation et la coalition, qu'est-ce qui est opportun dans notre pays? D'abord, il faut savoir que... De manière vraiment brève, parce que nous tendons déjà vers la fin, oui. Qu'est-ce qui est préférable dans notre pays? De manière brève, je pense que la coalition était meilleure. Mais au moment où nous sommes, nous voyons que ce n'est plus acceptable qu'on travaille dans la coalition. Parce que je vois que... Donc vous préconisez déjà la cohabitation, vous préconisez déjà... Non, je ne peux pas préconiser la cohabitation parce que... le contexte ne permet plus, comme vous l'avez dit. Cette forme de la cohabitation exige que le parti ou le camp qui est majoritaire, c'est celui qui doit former l'ensemble du gouvernement. Donc là, le président de la République ne peut pas travailler avec sa vision. Donc le choix qui était meilleur, c'était la coalition. Mais au cas où ce n'est plus utile, moi je pense qu'il faut... Au cas où nous remarquons déjà que ce n'est plus opportun cette coalition-là. Donc il faudrait casser pour créer une autre façade. Bon, avoir une autre façade, là je pense que le chef de l'État doit appliquer son pouvoir constitutionnel qui est la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est là où il peut au moins se sentir à l'aise avec l'organisation des élections. Ne pensez-vous pas que vous agissez vraiment à la va-vite? Parce qu'il y a déjà une majorité parlementaire, le président règne, il n'y a pas de possibilité de laisser le Parlement mettre en place son propre gouvernement et puis gérer les affaires courantes. Le problème c'est quoi? C'est l'objectif, c'est la satisfaction de l'intérêt général. Mais lorsque la coalition ne permet pas qu'il y ait cette satisfaction... Donc vous proposez en fait la cohabitation? Non, moi je ne suis pas pour la cohabitation. Donc vous n'êtes pas ni pour la coalition, ni pour la cohabitation, mais plutôt en fait vous préconisez la dissolution de l'Assemblée nationale. Effectivement, parce que le choix qui était meilleur, c'était la coalition. Donc, à ce moment, on ne peut pas aller dans la cohabitation parce qu'il faut dissoudre à tout prix l'Assemblée nationale. Effectivement, parce que dans la cohabitation, on sera en face d'un président protocolaire. Merci beaucoup, maître. Oui, on a entendu en fait la vision de l'avocat, du juriste, sur le plan juridique. Il a dit ce qui est important à faire. Il propose d'ailleurs au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce que vous partagez ces points de vue-là ou carrément vous avez un point de vue contraire à celui-là? Merci beaucoup, M. Reguilis. Vous savez, la cohabitation est un système politique inconfortable pour un chef d'État. Et moi aussi, je pense que conseiller au président de la République de passer à la cohabitation serait une grave erreur. Et surtout, face aux gens par rapport aux gens qui sont face à lui, face aux gens qui sont devant lui, je pense que ce serait un très mauvais conseil. S'il faudra appliquer un autre plan, s'il faudra quitter la coalition pour autre chose, je pense que le président de la République devra mieux chercher soit à nommer un informateur, parce que jusque-là, l'informateur n'a pas encore été nommé, pour essayer un peu de nous préciser la majorité parlementaire, c'est laquelle la majorité parlementaire connaît une précision suivant les logiques légales, parce que toutes les logiques légales obligent à ce qu'il y ait une nomination d'un informateur pour que celui-ci puisse déterminer la majorité parlementaire. Au cas contraire, le président de la République doit sortir d'autres armes pour trouver des possibilités, pour qu'il ait la possibilité, pour qu'il ait cette possibilité de pouvoir mieux exercer son programme, sa vision. Sinon, je pense que ce sera catastrophique. Merci beaucoup. Dire comme ça. Merci beaucoup. Donc les propos tenus n'engagent que l'air auteur. Nous avons eu en fait l'occasion, l'honneur d'ailleurs, de recevoir pour votre intérêt un analyste politique, mais aussi un juriste de formation, avec qui nous sommes en fait entretenus sur un sujet très important de notre pays, l'état des droits, redressement ou bien régression. Donc c'était important pour nous en fait de partager les plateaux avec eux, raison pour laquelle nous vous disons un grand merci. Merci à vous de partout où vous nous suivez, restez fidèles à votre chaîne YouTube et surtout encore
vous abonnez-vous massivement parce que vous n'allez rien rentrer de l'actualité. Nous sommes là pour vous servir et encore mieux vous servir. Merci, au revoir.